Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode du podcast Petit Cocktail, le podcast qui parle de jeux vidéo dans les moindres détails. Moi je m'appelle Arthur et je suis accompagné de Oscar. Salut. Et de Teddy. Salut. Alors, d'où est née l'idée de faire ce podcast ? L'idée est venue quand on bossait tous les trois au même endroit. Le boulot était quand même assez répétitif et de temps en temps on lançait quelques débats. Puis à un moment on s'est dit pourquoi pas en faire un podcast. L'idée de ce podcast, c'est pour chaque épisode de prendre un jeu différent et le décortiquer. Donc voilà, son origine, sa création, son impact sur le monde du jeu vidéo, parler aussi de ses créateurs et bien sûr parler un peu de technique parce que du coup tous les trois on est des anciens étudiants d'école de jeux vidéo, donc on va s'attarder quand même un petit peu à leur technique. Voilà, donc l'objectif c'est d'en parler le plus possible. Donc on va partir du principe que vous avez déjà joué au jeu ou alors que vous en fichez des spoilers parce qu'on va parler du jeu dans sa globalité. Et pour ce premier épisode, on va parler du jeu Mario Galaxy. Et pour ça, je vais laisser Oscar présider cette magnifique émission. Hey, yes. Du coup, on va vous parler de Super Mario Galaxy. Faut pas oublier le super parce que, en fait, ça indique que c'est un super jeu, même le GOTY of a Life, en fait. Et Super Mario Galaxy est sorti sur la Wii en 2007, un an après la sortie de la console. En très bref, le but de Nintendo à ce moment-là, c'était de sortir le nouveau grand jeu Mario, juste après Donkey Kong Jungle Beat. C'est le studio Nintendo EAD Tokyo qui a été fondé en 2003 qui va s'en charger, et qui est dirigé par Yoshiaki Koizumi, qui est un vétéran de la firme. Le studio en tant que tel avait seulement Donkey Kong Jungle Beat comme expérience, mais vu que Koizumi est l'un des principaux fondateurs de Zelda, Super Mario et autres, il a notamment travaillé sur 64 et Sunshine. Oui, il a aussi travaillé sur du coup sur les Mario sur lesquels il a travaillé sur globalement les trois de la série principale, donc 64, Sunshine et Galaxy. Il a travaillé sur Majora's Mask, Ocarina of Time. Donc il a commencé en tant que 3D animator, puis au fil du temps, il a un peu gravi les échelons et c'est vrai que c'est vraiment très très japonais, on va dire. Tu commences assez bas, tu montes assez haut et après il y a beaucoup de respect par ses pairs aussi. Donc ça fait une sacrée évolution quand même. Ouais, et en plus, il se retrouve du coup à la tête de studio qui est composé de 100 membres et ils vont devoir tous travailler pour créer un énorme jeu, puisque le but c'est de créer le nouveau grand jeu Mario, qui va du coup être produit par Shigeru Miyamoto, rien que lui, mais aussi Takao Shimizu, qui sont en fait deux grosses pointures du studio Nintendo, et qui vont devoir ensemble créer un super jeu qui en fait va regrouper des membres comme Koichi Hayashida pour le level design, Kazumi Yamaguchi pour la conception des planètes, et Kenta Motukura pour celle des personnages, ou alors même Takeshi Hayakawa pour l'équipe des programmeurs. Et en fait, tout ce beau monde qui est à la tête des pôles de Super Mario Galaxy a déjà un très gros CV puisqu'ils ont travaillé sur Sunshine, Donkey Kong, Zelda, j'en passe vraiment beaucoup. Et du coup, ils vont essayer de créer un super jeu en 2 ans et demi sous les traits de surveillance de Miyamoto et Shimizu. Le but du jeu, c'est que c'est un platformer 3D. On va retrouver du coup notre plombier préféré dans l'espace, et son but, comme dans la plupart des Mario, c'est de sauver Peach, qui a été enlevé par Bowser. L'avantage dans cet opus-là, c'est qu'en fait, au lieu de se retrouver comme dans les autres Super Mario, au sol ou même un peu dans les airs, cette fois-ci on se retrouve dans l'espace, et donc on va retrouver une énorme variété de gameplay, que ce soit dans un monde désertique, un monde de glace, un monde de plantes, puisqu'en fait on se retrouve dans la galaxie et sa variété infinie. Et ouais, c'est vrai que pour le coup, le fait que ce soit dans l'espace, c'était un peu une première en fait pour le studio et puis même allez, je vais pas dire pour le jeu vidéo non plus, mais c'est vrai que ça devait être un sacré défi en tout cas pour l'époque, parce que du coup je sais pas si on en a parlé, mais il me semble que le développement
a commencé en 2000. Alors, il est sorti en 2007. C'est 2004, fin 2004, ouais. Pour 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. Et c'était juste un an après Donkey Kong Beat. Et ouais. Donc, c'est vrai que pour fin 2004, début 2005, ça devait être quand même assez impressionnant. Enfin, je veux dire, ça devait être techniquement, ça devait être assez chargé quand même comme objectif. En fait, ce qui a fait vraiment beaucoup peur à l'équipe technique à ce moment-là, surtout, c'est que en soi, on savait pas encore que Mario allait être dans l'espace quand le jeu a été annoncé, en tout cas au niveau du studio. Le but, c'était juste d'avoir un gameplay basé autour d'une gravité sphérique. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Typiquement, Mario Sunshine ou Mario 64, c'est des jeux qui sont dans un monde ouvert, certes, mais un monde qui reste plat et qui, du coup, techniquement, s'approche de ce qui a déjà été fait et pas si... Enfin, c'est pas une question de complexité avec le reste, mais n'est pas si complexe, en tout cas, en comparaison avec ce qu'entreprenait Super Mario Galaxy. Et par rapport à ça, en fait, ils avaient déjà fait un test, c'est-à-dire que Super Mario Galaxy, techniquement, a déjà été testé par des petites phases de mini-jeux lors de conventions. C'était Super Mario 128, donc la suite de 64, où ils ont pu dérouler une sorte de gameplay sur une sphère juste pour montrer qu'ils étaient capables d'essayer de faire quelque chose. Alors c'était une demi-sphère, c'était pas une sphère complète, donc déjà il y a eu un grand changement qui a dû être fait, mais ils ont déjà pu montrer que effectivement ils essayaient de chercher quelque chose de bien nouveau et qui changeait techniquement. Et carrément. Et pour revenir aussi sur la gravité, c'était vraiment le plus gros problème pour eux. En fait, au début, il y a pas mal de soucis avec la cam aussi, parce qu'il y a pas mal de moments où ça donnait la nausée. Fallait bien jauger tout ça. On va reparler après la cam. Ils ont vraiment beaucoup travaillé dessus. Et je sais que chaque planète avait ses propres formules pour gérer tout ce qui est saut et collision. Et il y a même un power-up de celui de l'abeille, je crois, qui a été vraiment très compliqué à coder apparemment pour eux à ce moment-là. Ah ouais, puis en plus celui-là il marche super bien. Carrément. Franchement, il s'englobe vraiment très bien. Enfin, de toute façon, on va en reparler, c'est sûr, mais avec la DA et tout, je trouve que c'est exceptionnel. Hein. Puis même les mouvements sont assez simples, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Mais pour revenir sur le Mario 128, en fait, l'objectif du test était aussi de montrer que voilà leur GameCube était performante, parce que du coup, ouvrons le chapitre. Très vite fait et après désolé je te coupe Oscar, mais pour ouvrir un petit peu le chapitre Wii, alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que pas grand monde le sait, parce que moi-même j'étais surpris quand j'ai appris ça, mais en fait une Wii c'est littéralement une GameCube. En fait la GameCube et la Wii les composants sont à peu près pareils. Alors effectivement il y a un petit peu d'amélioration, mais il faut savoir que la GameCube comparée à la 64, etc., elle avait quand même pas mal bidé. Enfin, les chiffres de vente étaient pas vraiment attendus. Puis ça s'est ressenti de toute manière parce que avec les jeux qui sont sortis dessus, ils ont pas autant fonctionné que sur la 64. Je pense notamment à Super Mario 64 et à Zelda. C'est lequel déjà sur 64? Je sais plus. Non, je crois pas. Je vais voir l'info en direct. C'est Ocarina of Time et Majora's Mask, mais je crois que le tout premier qui est sorti, ça devait être Ocarina of Time. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, pendant un très long moment, la 64, elle stagnait. Et à l'arrivée de ce jeu, elle a relancé les ventes en fait de la 64 qui était je pense de mémoire, je sais plus si elle était en fin de vie, mais en tout cas voilà, c'était un moment où les ventes commençaient à stagner de manière générale. Et du coup, ça avait relancé, et là avec la GameCube, c'est vrai que pas tout le monde avait compris un peu cette console, même la manette, elle était un peu trop enfin là je parle du coup par rapport au jeu Mario Galaxy. J'avais vu le game director du jeu, donc c'est Yoshiaki Koizumi,
qui à l'époque, au moment où il parlait de faire un Mario justement avec des sphères, etc., il trouvait la manette de GameCube trop compliquée parce qu'en fait il y avait trop de boutons sur la manette et du coup c'est vrai que la Wii est arrivée un peu en gros challenger parce que vraiment au moment où elle est arrivée la manette est plus que facile à prendre en main et voilà quoi. Mais du coup ouais ça devait être cette vidéo de démonstration de Mario 128 c'était vraiment personne arrivait à faire ça. En gros c'était un peu les premiers. Nintendo, c'est le moment où Nintendo mettait des claques techniques un peu à tout le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout dans une époque où on parle énormément optimisation, que les jeux restent relativement simples, visuellement parlant. C'est sûr que montrer la capacité de pouvoir mettre une gravité autour de n'importe quel objet sous forme de sphère, c'est vraiment quelque chose de nouveau, qu'on va pas forcément énormément retrouver d'ailleurs dans dans les années qui suivent, mais qui en tout cas a vraiment marqué l'esprit de par sa créativité et du coup sa complexité. Juste pour revenir un petit peu sur le jeu en lui-même, du coup comme j'ai dit, le but de Mario dans cet opus-là, c'est de sauver la princesse Peach. Et donc Mario va évoluer dans son environnement galactique à partir de ce gameplay basé sur une gravité sphérique. Et tout ça, ça inclut énormément de défis techniques pour les 3C, du coup qui sont la caméra, les contrôles et le personnage, qui sont en fait les bases d'un jeu. Quand on parle des 3C, c'est ce qui permet en fait de définir complètement de quoi on parle et quelles sont les bases techniques qu'on va aborder. Et notamment dans Super Mario Galaxy, ce qui a été un très gros souci, c'est la caméra. Parce que comme tu l'as dit, Teddy, en fait, dans un jeu comme Sunshine ou Super Mario 64, quand on avance, la caméra reste au niveau du sol et il n'y a aucun souci de déplacement où on doit bouger la tête, où on doit se rendre compte qu'en fait on est au-dessus ou en dessous, on ne sait pas parce que dans l'espace il n'y a ni de dessus ni de dessous. Il a fallu l'adapter parce que justement c'est Yoshiaki Koizumi, le dirigeant du studio, qui avait la nausée quand il jouait au jeu et qui du coup a été en fait la personne qui servait de test pour savoir si le jeu était vomitif ou non. Et c'est du coup extrêmement drôle parce que à chaque fois il était là en mode bon bah là c'est j'en peux plus, j'ai la nausée, ok on va régler la caméra, est-ce que maintenant c'est mieux? Ah oui c'est mieux parce qu'il a plus la nausée, c'est ça. Ce qui est ça franchement doit être un sacré boulot quand même. Après je sais pas sur votre expérience du coup de jeu comment ça s'est passé, mais j'avoue que moi il y a de temps en temps où j'étais en mode la cam est chiante. Moi ça a été c'était plutôt l'inverse, j'étais plutôt surpris justement de ce que pouvait faire la cam à certains moments de gameplay et j'étais plutôt surpris positivement tout au long du jeu en vrai. Moi, c'était surtout pendant les phases sous l'eau. Oui. Alors là, franchement, la cam, c'était n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. J'abuse un peu, mais en vrai, elle était un peu pénible quand même. Mais alors, le jeu est assez critiqué par rapport à ça. Enfin, en tout cas, la phase sous l'eau, c'est vraiment la phase qui a été la plus compliquée. Surtout qu'à cette époque-là, les phases sous l'eau dans les Mario de manière générale, c'était un peu les plus détestés. Du coup, ça a été encore plus compliqué de mettre ça en place. Mais ils ont quand même essayé de faire au mieux et ça a été vraiment un des points sensibles du jeu, puisque dans les différentes versions qu'ils ont pu faire tester lors de conventions ou de rassemblements, c'était le fait que les gens, à certains moments, se focusaient trop sur essayer d'avoir une bonne caméra avant de se focus sur le gameplay en général. Et du coup, ils ont vraiment mis un très gros accent sur ça. Et ça se ressent. Ouais, bah dans les niveaux, c'est clair que effectivement, il y a plein. En fait, il y a des moments où vraiment ça fait un peu caméra fond d'écran quoi. Mais de toute façon, ça va bien en fait avec le délire de l'espace parce que ça fait un peu contemplatif à certains moments, je trouve. Dans certains niveaux, et ce qui est très très bien géré aussi, c'est vous savez quand on passe de planète en planète des fois, du coup il y a Mario qui s'envole et des fois la cam elle se permet de faire des trucs qui sont mais
trop stylée. Des fois, Ouais. elle tourne un peu autour de lui. Des fois, enfin, c'est vraiment, exactement. moi, j'ai C'est trouvé ça que je vraiment parlais, super. ouais. C'est très, Je très parlais classe. surtout aussi du niveau de Bowser. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on l'affronte. Il y a un niveau avant. Et j'avais noté, j'étais agréablement surpris. Ouais, il y a plein de moments où tu passes de bateau en bateau, de planète en planète, et la caméra fait des choses assez folles. Et ça m'a assez surpris pour que je puisse le noter. Donc ouais, franchement, c'était vraiment bien. Ce que je trouve hyper stylé, c'est le fait que du coup la caméra elle va bouger automatiquement quand tu avances dans le niveau. Donc il y a certaines détections de joueurs pour savoir est-ce qu'il est bien à cet endroit-là. Du coup oui, ok, je vais mettre la caméra comme ça. Mais le joueur en lui-même a un bouton pour recentrer la caméra sur son dos si jamais il en ressent le besoin. C'est ce qui permet aussi d'éviter qu'on ait la sensation que ce soit vomitif ou quoi, parce que on peut reprendre le contrôle quand on veut. Et c'est super stylé parce que du coup, le jeu qui présente une variété immense, puisqu'en fait on évolue dans des galaxies qui vont toutes avoir un environnement qui est très différent, va, lorsqu'on va changer de planète en planète lors d'un même niveau, avoir ces petites pauses, ces petits temps pour nous mettre une cinématique où la caméra ne peut plus bouger, mais au sein même des planètes, on a le droit de bouger la caméra à certains moments, et il y a même dans certains niveaux des easter eggs où si t'as mis la caméra à un certain endroit, on va te récompenser en montrant, bah regarde, ici on a dessiné le M de Mario en étoile filante, ou ce genre de choses. Ouais, ça c'est vrai que c'était vraiment stylé. Alors, j'ai pas fait attention tout le temps, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est vrai que si, en fait, le jeu te récompense un petit peu sur certaines phases d'exploration. Il y a même des fois dans des niveaux où j'allais, je sais pas, il y a des fois je voulais explorer, des fois non, et les fois où j'explorais, bah c'était des fois où je trouvais genre des étoiles, mais c'était pas genre l'étoile du niveau, tu vois, c'était genre une autre étoile un peu bonus, et j'étais en mode, mais what the fuck. Ouais, tu finis le niveau et tu vois que c'est pas quoi. celle sur laquelle t'avais commencé, et tu dis ah bah trop cool. Ah bah tant pis, va falloir tout que je recommence. Mais... Ouais, c'est clair. Mais c'est ça qui est très très classe avec ce jeu-là, c'est que dans Sunshine ou 64, t'as un monde qui est ouvert, donc le Mario peut aller où il veut, quand il veut, et c'est ça un peu à n'importe quel moment. Là où dans Mario Galaxy, tu choisis une galaxie, et en fait ça lance un niveau, et t'as 3 niveaux officiels dans la galaxie, mais tu peux trouver des petites étoiles cachées qui du coup vont en fait constituer un niveau supplémentaire caché, ou alors il y a des comètes qui sont un autre système qui te permet d'avoir des défis au sein même de la même galaxie, mais globalement en fait tu vas avoir plein de niveaux énormément variés puisque t'as, il me semble, 42 galaxies qui comptent toutes au moins 3 niveaux, ce qui signifie que tu vas avoir une variété immense, et il joue sur le fait que même si les niveaux sont plus linéaires que dans un monde ouvert comme dans Sunshine, grâce à la gravité sphérique et le fait que c'est des planètes, le dessus et le dessous sont explorables, tu peux voir plein de choses différentes, et c'est ce qui va créer la variété de gameplay que tu peux retrouver dans un monde ouvert, mais dans un monde qui reste relativement linéaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui était reproché aussi à Mario Galaxy dans les quelques critiques à son égard. Beaucoup de gens le trouvaient pas beaucoup plus, mais je vais dire quand même un petit peu plus linéaire que les autres, et c'est vrai, mais ça s'explique de par les niveaux et le challenge technique qui a été relevé. Hein. Oui, c'est clair. Puis, comme j'ai dit juste avant, même si ce Mario-là est linéaire et du coup un peu plus, on va dire, prévisible et moins libre, ce qui est intéressant, c'est la proposition de variété de gameplay. C'est-à-dire que tout le jeu va s'orienter sur cette mécanique principale qui avait été découverte explorée avec Mario 128. C'est la gravité sphérique. Et donc, que ce soit la caméra, les contrôles ou le personnage, tout va se jouer sur le fait qu'on est attiré par la gravité. Du coup, toutes les énigmes vont tourner autour de ça, essayer d'aller sur des plateformes qui vont changer la gravité, essayer d'aller sur des monstres qui vont nous faire aller en l'air ou ce genre de choses pour ensuite escalader, pour avoir assez de vitesse pour aller sur une autre galaxie en utilisant des étoiles, enfin une autre planète en utilisant des étoiles ou ce genre de choses. C'est un peu... ça peut un peu partir dans tous les sens, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus de juste
Mario qui a un dynamisme de gameplay assez fou parce que ils ont essayé de rendre vraiment comment dire, Mario réagit hyper bien à la manette. On n'a pas du tout de lag sur les inputs qu'on crée. Et globalement, il y a plein de sauts différents. On rajoute même de nouveaux sauts qu'il n'y avait pas dans les anciens opus. Et ça permet aux joueurs de vraiment explorer un peu mieux les capacités de Mario. Plus le fait qu'on rajoute des power-ups ou des costumes qui vont rajouter des effets qui sont tous liés à la gravité. Et c'est ça qui est hyper cool. Typiquement, tu as parlé du champi abeille qu'on pouvait avoir, qui permet à Mario de voler un petit peu et de s'accrocher aux plateformes mielleuses. Ce qui permet du coup de jouer sur ce côté, la gravité c'est l'ennemi numéro 1 un peu de Mario dans ce jeu-là. Mais grâce au champi abeille, tu peux voler, aller ici, et faire ça. Et c'est une variété de gameplay qui va être continuer dans toutes les galaxies, puisque après le champi abeille, tu vas avoir le champi ressort, la fleur de feu, le champi fantôme, l'étoile arc-en-ciel, la fleur de glace ou même l'étoile rouge, qui sont tous des power-up qui vont avoir un sens par rapport à la gravité. Et c'est ça que je trouve très cool, c'est que dans les 42 galaxies qu'il y a, chaque galaxie explore une variété de gameplay qu'il n'y avait pas dans les autres galaxies. Et c'est le but même de ce Mario-là, c'est que c'est un bac à sable de découverte et d'appréciation de la physique sphérique, ce qui est moi j'ai trouvé en tout cas c'est très bien réussi, et je peux le dire que c'est une sorte de petit cocktail de plein de bons ingrédients réunis, et ce qui fait que en fait pendant le jeu tu te sens vraiment libre, et c'est un peu contradictoire avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que le jeu est linéaire, mais il arrive à te faire croire que t'as une sensation de liberté de fou. Et ce qui va aussi bien sûr avec le fait que ce soit dans l'espace et tout ça. Et je trouvais ça vachement bien réussi, et c'est le gros point sur lequel il vient surpasser son prédécesseur Sunshine, je trouve. Cette notion de liberté. Clairement. Enfin, quand j'y ai joué, j'ai eu vraiment l'impression d'être libre, alors que pour autant, t'es pas forcément plus libre qu'un autre, voire peut-être même encore moins libre qu'un Sunshine, parfois. Mais t'as quand même l'impression d'être libre avec tout ce qu'a dit Oscar, donc power-up, maniabilité. Le Mario est très réactif à chaque mouvement. Et moi qui aime bien jouer vite, avec les modes speedrun, avec les comètes et tout, c'était un pur plaisir, vraiment. Ah bah là, c'est clair qu'on est quand même vachement loin de Mario 64. Mario 64, je l'ai acheté là il y a pas longtemps sur Nintendo 64 parce que j'en ai une à la maison, et je peux vous assurer que c'est un enfer. C'est rigide. Hein. Genre vraiment à l'époque on était vraiment mais tellement enfin je sais pas, genre en fait je sais pas comment on jouait, tu vois, c'est comme il y a pas longtemps, comme j'avais retesté ma petite DS là avec Pokémon, mais tu sais sans l'émulateur, donc sans pouvoir booster un petit peu la vitesse de jeu. C'est horrible. Enfin je veux dire on passait des heures à attendre, et là franchement Mario 64 ouais, c'est clair que il a un petit coup de vieux quand même, il a un petit coup de vieux, et là ouais Mario Galaxy très réactif, puis tant qu'on parle de gameplay, et je vais revenir un petit peu sur les power-up après, moi j'avais noté que le tutoriel au tout début pour apprendre aux joueurs à jouer au jeu est très très bien fait, parce que du coup la volonté de ces créateurs c'est de faire un jeu qui soit accessible vraiment à tous, que ce soit pour vraiment les tout débutants et pour les joueurs un peu plus confirmés, parce que bon, je pense on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais il y a quand même des passages où ouais, c'est un petit peu de challenge quand même. Enfin, c'est pas tout le temps trop facile, même si je trouve quand même que la majorité du jeu est un peu simpliste, mais c'est vrai quoi, le tutoriel quand t'apprends surtout à utiliser les mécaniques de base, le tourbillon, tout ça, enfin c'est vraiment en fait ça colle, en fait il te l'explique avec l'univers de Mario en même temps, et c'est trop bien amené, trop bien mis en scène, et tu comprends tout de suite quoi, c'est hyper enfin je pense que c'est vraiment hyper accessible, ouais, c'est vraiment je pense ils ont bien réussi leur truc quoi pour le coup. Ouais, c'est clair que Super Mario Galaxy, c'est une claque en termes de game design, je trouve. C'est vraiment un jeu qui t'apprend comment apprendre aux gens. Parce que franchement, tu captes tout direct, tout est hyper simple, en tout cas dans le premier dôme, parce que, en gros, dans l'histoire, Mario, il est sur la planète où il y a Peach, planète qu'on va dire planète Terre, planète de base.
il se rend vers le château lors d'une fête, la fête, je sais plus comment elle s'appelle, mais globalement où les Toads, ouais, des Toads. ouais, c'est ça, ramassent les fragments d'étoiles pour créer des étoiles, ce genre de choses. Et à ce moment-là, Bowser attaque le château en emmenant Peach et projetant Mario dans l'espace. Et à ce moment-là, Mario atterrit sur la première planète qui fait office de tutoriel jusqu'à rencontrer Harmony, qui, elle, est sur un vaisseau spatial qui s'appelle l'Observatoire et qui est en fait constitué de différents dômes qui vont représenter différentes salles, on va dire, d'une maison. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, tu vas avoir par exemple la terrasse, la salle de bain, la cuisine, la chambre, la salle des machines et le grenier. Et chaque dôme va avoir plusieurs galaxies en son sein qui vont avoir le thème du coup du nom du dôme. Et même si au début tu te retrouves dans la terrasse qui va être le premier dôme et que tu vas rencontrer des galaxies qui vont en fait toutes faire office d'introduction aux mécaniques de Super Mario Galaxy, bah plus tu vas avancer dans les dômes, plus tu vas avoir accès à des mondes qui peuvent être un peu plus compliqués, comme tu l'as dit Arthur, et qui du coup vont demander aux joueurs de soit choisir de faire une autre galaxie pour pouvoir passer au niveau d'après, soit de mieux s'approprier des mécaniques qui peuvent être un peu plus complexes, même si le jeu en lui-même reste très accessible. Ouais, en revenant sur la difficulté, moi j'ai vraiment un gros coup de cœur sur le jeu, c'est les boss. Et je trouvais qu'ils avaient fait vraiment un sacré coup de maître dessus. Il y en a plein, il y en a des très différents et c'est très agréable de les battre. Et aussi, j'ai trouvé que certains boss étaient quand même assez durs. Je suis mort plusieurs fois sur certains boss. Et aussi, un petit truc marrant que j'avais pas remarqué forcément au début, mais la plupart des boss dans les jeux vidéo, et Nintendo aussi et tout ça, on les bat en 3 coups. Et je crois que c'est pas le cas de tous les boss. Il me semble qu'il y a des boss qui on doit leur donner plus de 3 coups. Alors 4 ou plus, je sais plus exactement. Et justement, à partir de ce 4e coup, donc c'est la 4e phase, ça devient vraiment compliqué, et il y a des boss qui ont pris plus de 5 minutes à les battre, et pour un jeu comme ça tout public de l'époque, je trouvais que c'était un sacré parti pris et qu'ils avaient très bien réussi ça aussi. Ouais, c'est clair. Il y a des boss, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, parce que Super Mario Galaxy, c'est mon jeu de cœur. Et c'est clair que ce qui est cool, c'est que même si Super Mario Galaxy est un jeu linéaire, donc tu dois faire galaxie après galaxie, pour débloquer les galaxies suivantes, tu dois atteindre un nombre d'étoiles, sauf que dans chaque galaxie, tu as 3 niveaux. On te demande pas d'avoir toutes les étoiles de toutes les galaxies pour atteindre la prochaine. Du coup, tu peux choisir un peu, est-ce que tu veux passer cette galaxie parce qu'elle est trop dure pour toi, passer à celle d'après. Et c'est vrai que je me souviendrai toujours de ce niveau que j'ai du skip quand j'étais petit, parce que j'ai dû le réessayer mais des centaines et des centaines de fois sans jamais y arriver. Et je te jure qu'il y a des choses qui sont... Enfin, c'était lequel ? Pour le moi de l'époque, je trouvais ça hardcore, quoi. C'était quel boss que t'arrivais pas ? Alors, c'était pas un boss. C'est vrai que c'était pas un boss, mais c'était le niveau biscuit. Je sais pas si vous l'avez fait. Ça me dit rien. Ça me dit rien non plus, là, comme ça. C'est un niveau qu'on débloquait en donnant à manger un Luma jusqu'à ce qu'il explose. Et lorsqu'il Ouais. explose, du coup, il te donne un nouveau niveau qui est un niveau un peu bonus. Et c'est un niveau, en fait, où c'était de la plateforme 3D comme tu peux l'imaginer le plus simplement possible. Il y avait pas de feu au tir, c'est juste Mario qui avance et qui doit atteindre son objectif. Et en fait, t'as des tapis roulants de biscuits avec des trous ou ce genre de choses, comme si on venait de les former. Et pour le moi de l'époque, qui devait avoir une proprioception nulle à chier, et j'ai vraiment galéré sur ce niveau-là. Je peux comprendre. Bah ouais, c'est sûr, tu m'étonnes. Mais Ted, c'est lequel de boss sur lequel c'était dur pour toi? Lequel de boss? Alors, il y a certains Bowser où il y avait quand même beaucoup de trucs à faire. J'ai trouvé ça assez compliqué, même si c'est répétif. Celui de Boo aussi. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais vous savez, celui qui se forme avec plein de rochers sur lui. Lui, il est me connu. semble que Ouais. je l'ai pas forcément trouvé très dur, mais en tout cas, j'ai trouvé très classe. Vraiment, j'ai kiffé le faire. Et un que j'ai galéré à trouver comment fallait faire, c'était l'espèce de taupe.
qui se met sous terre. Parce qu'en fait, il y a une mécanique souvent, c'est que on t'introduit un petit mob pendant le niveau, t'as une façon de le vaincre, et le boss, c'est la même chose, mais en gros. Et je sais plus exactement ce qu'il fallait faire, mais c'était pas du tout, il me semble, la même chose que les petits mobs avant, et j'ai galéré à trouver comment il fallait faire. C'est pas forcément compliqué en mode j'étais mort souvent, mais juste j'ai passé beaucoup de temps à trouver la manière dont il fallait le vaincre. En fait, ce qui était compliqué avec ce boss-là, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps aussi, alors que le jeu, on l'a tous refait, on l'a tous fait récemment, moi je l'ai refait. Et du coup, je l'ai un peu speedrun parce que je le connaissais déjà très bien. Et c'est vrai que ce boss-là m'a pris un peu plus de temps aussi parce qu'en fait, ce que j'avais pas capté, contrairement au petit mob, c'est que Mario a plusieurs mécaniques du coup de sauts différentes, ou nouvelles plutôt dans ce jeu-là plutôt que 64 Sunshine. Il y en a un, c'est... je sais pas s'il était dans 64 Sunshine, mais tu sautes et tu fonces vers le sol pour faire une onde de choc. Et du coup, c'était comme ça que tu battais les petits monstres de ce niveau-là. Et il me semble que pour le boss, en fait, fallait le faire deux fois de suite, mais rien n'indiquait qu'il fallait le faire. Du coup, c'était un peu compliqué, quoi. Bah, moi, c'est vrai que j'ai galéré aussi, mais pas pour celui-là. J'avoue que le niveau avec la taupe, en fait, au début, je me demandais, puis au bout de 10 secondes, j'ai réussi à trouver assez facilement, puis j'ai pas eu trop de difficultés. Non, par contre, vraiment, il y a un endroit où vraiment j'en ai chié de fou. C'est les endroits où on a les bateaux volants. Et on est contre des Kamek, je crois. C'est ça, leur nom. Ouais. En fait, le truc, c'est que il y avait des canons qui nous arrivaient dessus, donc fallait les esquiver. Et entre temps, il fallait du coup prendre un espèce de, les tortues les là. Carapaces, ouais. Fallait prendre les carapaces et lui jeter dessus. Ça, on va en reparler parce que là, tout à l'heure, on était sur le gameplay, mais ça aussi, c'est pareil. La visée des carapaces. Ah, elle est terrifiante. Vraiment, alors moi du coup, je l'ai pas refait sur Wii pour la petite info. Je l'ai fait sur Switch. Sur Switch, il y avait un jeu qui était sorti, c'est pour l'anniversaire des 25 ans ou 30 ans de Mario, je crois. En gros, ils avaient fait un remake de 64, Sunshine et Galaxy. Tout sur le même jeu. Et du coup, j'ai joué à lui et c'est vrai que vraiment la visée, mais je pense même sur Wii ça devait être un peu pareil, mais la visée de carapace, elle était désastreuse. Il y a un auto-target, non, sur les monstres avec la carapace? Il y a un peu un auto-target, mais il faut être dans la direction quand même un petit peu. C'est pas vraiment abusé, quoi. Vraiment, faut être proche. Simple, c'est vrai. Okay. Mais l'avantage dans ce jeu, c'est que du coup, t'as ce mouvement, tu sais, le tournoiement, qui permet au final de rendre pas mal de choses un peu plus simples. Typiquement, quand t'es dans l'eau, pour rendre le mouvement un peu plus pratique, tu peux avoir des carapaces pareil. Et ce qui est sympa, c'est que quand tu tournoies, tu chopes les carapaces un peu plus facilement. Ou alors, en tout cas, ça te permet d'avoir un plus gros contrôle sur comment tu bouges, etc. Et c'est vrai que les carapaces à lancer, c'est pas hyper simple. Mais ils ont au moins pensé à rajouter une petite visée automatique. Mais c'est pas du coup, Arthur... Toi qui parlais des niveaux dans l'eau, plus la carapace, le niveau, je sais pas si tu l'as fait, où t'as un espèce de squelette requin à battre, t'as dû vraiment galérer de ouf, non? J'en ai chié. Franchement, honnêtement, j'en ai chié de fou. Hein. Ah vraiment, en vrai, j'ai mis du temps, mais celui-là était horrible. J'ai mis du temps, mais je crois que c'est le squelette requin. C'est pas celui où tu dois faire la course contre. Non, course c'est contre l'orque. Ouais. T'es dans une planète un peu squelettique, où tu vas avoir des fusées qui vont te suivre sous l'eau, des coffres et tout, avec des carapaces rouges ou vertes. Non, mais il y a moyen que j'esquive. Ah, c'est dur, ça. Ouais, il y a moyen, Il y a moyen que j'esquive. Il y a vraiment des niveaux où je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Je vais péter un câble. Heureusement qu'on peut skip. Parce que pareil, il y a des niveaux, c'est pas ce niveau-là, mais le premier niveau de l'eau, où t'es sur une petite île de la plage, où je savais juste pas quoi faire. J'étais là, sous l'eau. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je dois faire? J'avais beau parler au pingouin, il disait, il y a une étoile sous l'eau. Et moi, j'étais en mode, bah oui, mais je la vois pas, l'étoile. Donc, il va falloir m'expliquer. Mais c'est vrai que, globalement, tout le jeu, moi, je l'ai trouvé hyper agréable en termes de mouvement, etc. Mais l'eau, c'est un enfer. Un putain d'enfer. C'est vrai. Ah, vraiment. Et heureusement, il y a vraiment pas beaucoup de niveaux comme ça. Mais vraiment, l'eau, et je vais en profiter pour transitionner sur quelque chose d'autre, mais sur la glace. La glace, en fait,
c'est assez particulier parce que du coup, une des actions primaires qu'on t'apprend au début des jeux, c'est tu secoues ta manette et globalement, il fait un petit tourbillon sur lui-même. Ok. Et du coup, ça, c'est c'est la même touche pour quand t'es sur la glace se mettre à patiner. Mais du coup, quand tu le fais, il se met à patiner tout droit à une vitesse folle et ça rend le truc tellement moins maniable d'un coup. Mais du coup, en même temps, on est un peu sur la glace, donc voilà. Mais du coup, ouais, il y a des fois, il tente des trucs, c'est bien, mais enfin, tu vois, la glace, en vrai, je peux m'en passer, tu vois. Ouais. Genre, pas nécessaire. Clairement. En plus, la Moi, je pense que vous maniabilité êtes est mauvais, hein, compliquée. c'est tout. Et en plus, il y a un niveau sur la glace, je vous jure que j'ai recommencé une 20aine de fois, parce qu'en fait, il y avait un timer, donc fallait se dépêcher. Et en général, dans ce jeu, quand ils font des timers, c'est Oh là là. t'as le droit à une erreur grand max, sinon tu dois recommencer. Et ça, plus la glace, avec le power-up, c'était un enfer. J'ai vraiment galéré. J'avoue Ouais, que tu j'ai m'étonnes. assez pris en main la glace perso, mais certainement parce que j'avais déjà joué au jeu. Mais j'ai trouvé justement... Enfin moi, il y a eu un très gros effet de nostalgie. J'étais en mode, oh c'est vrai, la glace fonctionne comme ça, c'est trop stylé, j'adore. Parce que, en soi, si on passe le côté un peu hardcore de la glace, qui est souvent un élément hardcore dans les jeux vidéo, je trouve, avec son côté vraiment, faut se réadapter, tout le gameplay est différent parce que tout glisse, etc. Bah je trouve que Mario a un certain flow et assez classe quand même sur la glace. Et on n'en voit pas des Mario qui patinent comme ça dans un jeu autre que Jeux Olympiques d'hiver. Ouais, j'avoue. Et en plus, quand tu sautes après avoir fait le tourbillon de glace, t'as encore plus de vitesse, ça te permet d'aller vite. C'est quand même assez bien fait, je dis pas. Mais ça, combo avec le timer, c'était un enfer. Ouais, Ah bah tu oui, m'étonnes. c'est sûr. Hein. Et surtout qu'il y en a quand même pas mal des timers, j'ai trouvé. Hein. Ouais, oui. Il y en a pas mal. Mais c'est assez fort parce que vraiment les niveaux, ils arrivent vraiment à être tous différents et je pense que c'est quand même ce genre de petit truc où si on parle un petit peu level design, à mon avis, ça permet de pas vraiment se lasser parce que c'est vrai que franchement, moi je sais pas vous, mais à chaque fois quand je joue au Mario, surtout pas la série principale, mais plutôt ceux en 2D, donc c'est Super Mario Bros, tout ça. C'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis bon, les niveaux, c'est un peu pareil, voilà. C'est vrai que les Mario en 3D, et vraiment full 3D, hein, pas les hybrides Mario 3D Land, tout ça, vraiment les 3D, quand je parlais d'hybride, c'était plus que ça fonctionne un peu comme les Mario Bros, mais ils l'ont rendu un peu en 3D, et tu dois aller d'un point A à un point B, et c'est un peu tout le temps un peu pareil. Mais là, du coup, c'est vrai que sur la série principale... Là, c'est vrai qu'ils essayent d'un peu modifier les formules, mais là, sur Galaxy, j'ai trouvé que vraiment, il n'y a pas eu des moments où je me suis dit, tu vois, genre, ah là, il y en a trop. Ouais, c'est clair. Surtout, de la glace, genre, même de l'eau, tu vois, l'eau, tu vois, j'aurais pu me dire, bon, c'est vrai que c'est pas maniable, c'est tout ce qu'on veut, mais il y en avait pas beaucoup, et puis ça compensait par plein d'autres trucs, ça compensait parce que les niveaux qui sont dans l'eau, en vrai de vrai, ils sont magnifiques. Genre vraiment, bon, moi j'ai joué à la version remake HD plus de Switch, un peu goldé, mais putain, c'est trop beau quoi. Genre les décors, l'environnement et les musiques qui accompagnent, c'est waouh, genre ça me faisait un peu passer outre les petits défauts que tu pouvais trouver à droite à gauche en fait. Ouais, c'est clair. Moi, je reviens juste sur un truc dont on a pu parler très vite fait, mais c'est vrai que sur du coup les 42 galaxies qui sont décomposées en 3 niveaux chacun, ce que j'ai trouvé très cool, c'est que même si c'est 42, on va dire, mécaniques différentes, ce qui est un peu le cas parce que j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, chaque galaxie a un peu son petit truc, mais ce que j'ai trouvé fou, c'est que du coup, en termes de game design, et c'est aussi pour ça que c'est une claque, le niveau 1 d'une galaxie, c'est vraiment l'introduction à la mécanique, le niveau 2, c'est exploration de la mécanique, et niveau 3, c'est mise en pratique, on va dire, genre mise en défi de la mécanique avec le boss, en général. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment très agréable en tant que joueur, d'avoir ce truc-là de je sais à quoi m'attendre, et en même temps, je sais que le jeu m'apprend correctement la mécanique du monde, et ça, c'est sympa. Ouais, clairement, on voit qu'ils ont fait beaucoup de recherches là-dessus. Par rapport à tous les jeux auxquels j'ai joué, je pense que Mario Galaxy est l'un... voire peut-être même le jeu avec le meilleur game design. C'est tellement agréable du début jusqu'à la fin.
t'es tenu par la main tout en étant libre, c'est trop bien. Ouais, bah, c'est sûr. Et pour continuer de parler d'un petit peu game design, moi, je trouve que un des exploits qu'il réussit à faire, alors, c'est peut-être parce que, voilà, on joue aux jeux vidéo depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'il y a un truc que je trouve fou, c'est que jamais, quand tu vas te fight contre un boss, c'est expliquer la mécanique, comment tu dois le battre. Et pourtant, c'est tellement logique. En fait, quand t'arrives dans le niveau où tu vois le truc arriver, tu vois les mouvements qu'il fait, comment il t'attaque et tout, et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est comme ça que lui, je dois le battre, machin. Et j'ai trouvé ça, mais tellement, waouh, genre, il y a jamais de pancarte, il y a jamais de truc qui t'explique comment tu dois tuer les boss, et pourtant, enfin, ça vient naturellement, quoi. Ouais, c'est hyper agréable. Et du coup, t'en as aussi parlé un tout petit peu à côté, du fait que c'était hyper beau, notamment par sa musique. Et Mario Galaxy, c'est un super jeu, game design de fou, gameplay très sympa, très varié, ou un peu bac à sable, presque apprentissage pour un enfant, notamment qu'on peut retrouver dans ce côté observatoire qui représente une petite maison, etc. Mais ce qui est vraiment la signature de Super Mario Galaxy, encore aujourd'hui, et qui en fait un classique, c'est sa musique orchestrale. C'est le premier jeu à avoir une musique orchestrale comme ça, ou en tout cas le premier Mario à avoir quelque chose d'aussi poussé. Et, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais miam, quoi. Quel plaisir. On se régale. C'est dingue. Bah, personnellement, je crois que je suis le seul ici qui n'avait jamais joué à Mario Galaxy avant. Mais forcément, j'avais entendu les musiques passer par-ci par-là sur les playlists, tout ça. Et forcément, j'avais mon petit mood. Le soir, je jouais au jeu tranquille avec mon petit plaid. Le jeu a tellement un mood avec la musique, tout ça. Et quand j'arrive sur la galaxie et que la musique commence à se lancer et que je me dis ah c'est celle-ci et c'est magnifique et vraiment t'as raison, c'est un pur plaisir. Merci à Koizumi du coup c'était son idée de faire un orchestre pour ce jeu-là, et vraiment une pépite. Bah, c'est vrai que ça rajoute un petit truc. C'est vraiment un petit truc. C'est pas un petit truc. C'est un big truc en plus en fait. C'est un truc de dingue. En fait, quand t'entends ça, quand il y a tous ces instruments, en fait, ça concorde. En fait, c'était une super idée parce que en même temps, t'as énormément d'espace parce que t'es dans l'espace littéralement. Et du coup, tu vois plein de trucs autour de toi, tu vois que c'est infiniment grand. Et le fait qu'il y ait énormément d'instruments, vu que c'est une musique orchestrale, je sais pas, il y a les deux qui se mélangent très bien un peu ensemble et ça donne vraiment un petit cocktail sympa, quoi. Mais c'est tellement bien réalisé, je sais pas si vous aussi, mais je pense que si je vous mets une musique du jeu, vous arriverez à retrouver la galaxie à laquelle est appropriée la musique. Tellement c'est bien réalisé avec les instruments, tout ça. Chaque galaxie a son mood et la musique qui va avec. Et c'est incroyable. Si je devais faire un petit top 3 là tout de suite, je vous le dis d'entrée de jeu, je pense que ma musique préférée c'est la musique quand t'es dans le hub. La musique où on est sur la galaxie de la plage, elle est incroyable, ouais. Vraiment. Et pourtant, je déteste les niveaux avec de l'eau. Hein. Mais putain, franchement, c'est ce qui m'a fait rester des fois. Hein. Et c'est littéralement le menu du jeu. Le menu du jeu, la musique, il y a tellement plus de budget que tellement d'autres jeux vidéo. Rien que dans une musique de menu, genre t'appuies sur Start, après tu l'entends plus, quoi. Enfin, faut se rendre compte, quoi. C'est incroyable. On sait de quoi c'est inspiré Clair Obscur. Enfin bref. L'héritage. Ça prend un autre épisode, ça. Ouais, c'est ça qui est hyper cool, c'est que du coup ce jeu, il t'inspire de fou parce qu'il te met dans une ambiance de galaxie, d'étoiles, de planètes, où vraiment tout est grandiose et t'as une exploration très intéressante, de variété parce que dans les 42 galaxies t'as un monde de glace, de sable, de feu, de jardin, de jouets pour enfants, de bonbons, de tout ce que tu veux en fait, de plage. Et en plus, chacune des ambiances du jeu a sa propre musique qui va vraiment refléter de fou ce côté plage. Tu vas retrouver des instruments qui vont vraiment t'y faire penser. Pareil, quand t'es dans le jardin verdoyant, tout joli, Gusty Garden, qui est une des musiques les plus écoutées et les plus appréciées de ce jeu.
et jusqu'à même le boss Bowser, où cette fois-ci ils vont rajouter des corps, des chants pour que il y ait ce côté un peu épique, avec une musique aussi très à la fois classique avec des instruments qui existent, mais aussi synthétique, qui va mélanger tout ça, qui va faire un peu justement ce côté boss qu'on n'a pas pu entendre jusque-là dans l'histoire. Et c'est ça qui rend le jeu encore plus magnifique. Et sans ça, je pense que Super Mario Galaxy aurait pas été le même jeu, ça c'est clair. C'est son plus gros point fort, effectivement. Dans tous les cas, Mario, enfin je veux dire Nintendo avait l'habitude de mettre la barre un petit peu haute en termes de musique. C'est vrai que déjà depuis 64, bon bah oui voilà, Mario 64, il y a des musiques qui sont iconiques. Enfin je veux dire, on a tous entendu la musique quand Mario il rentre dans le château de la princesse Peach là comme ça. Enfin bon, bref, c'est vraiment il y a tellement de musiques qui sont iconiques. Après j'avoue que Sunshine, bon, j'y ai pas joué du tout, donc je me rends peut-être pas compte. Mais c'est vrai que là, il y a un step qui a été franchi, ouais. Avec un orchestre, avec tellement de variétés de musique, c'est assez fou, quoi. Et c'est assez dingue aussi de se dire que, en fait, je sais pas comment vous interprétez, enfin, même s'il y a pas vraiment besoin d'interpréter quelque chose là-dedans, mais la musique, elle est vraiment apaisante, elle t'emporte un peu, enfin, elle est très planante, en fait, et pareil, ça concorde parfaitement avec l'espace. Enfin, bon, il y a tout un thème qui est très bien abordé. De toute façon, le thème de l'espace est très bien respecté dans la musique, dans les décors, un petit peu partout, et je trouve ça vraiment masterclass, quoi. Carrément. Et j'ai un petit point aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais Oscar, tu parlais tout à l'heure de chaque dôme a un peu son thème. Et renfermer tout ça, c'est une petite salle. Et le dernier dôme, c'est le seul qui est vachement ouvert, avec une prairie en fond. Oui. Et il n'y a pas de musique. C'est le seul endroit du jeu, je crois, où il n'y a pas de son. Et honnêtement, bah, je sais pas si ça a un sens. C'est voulu, bien sûr, mais je sais pas si ça a un sens. Et j'ai trouvé ce moment... Enfin, je me suis arrêté et je me suis dit, waouh. Et c'est... Même sans musique, le jeu arrive à être relaxant. Et ce moment-là, c'est un petit point comme ça, mais ça m'avait assez choqué, ouais. Ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, en fait, tu viens de faire... Parce que pour débloquer un dôme, il faut finir celui d'avant, atteindre un certain nombre d'étoiles. Enfin, non, battre Bowser, le boss Bowser du dôme. Mais pour le battre, il faut que tu aies un certain nombre d'étoiles. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir fait genre les 5 dômes, et t'arrives au 6e, et après toute cette variété qui t'a rempli le cerveau de plein de choses qui sont très différentes, hey, repose-toi un peu, là c'est la dernière ligne droite. C'est vrai que c'est un peu politique, c'est un peu stylé. Ouais. J'ai vraiment kiffé. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, du coup, c'est Maito Yokota qui a composé les musiques, et à chaque fois, il devait les soumettre à Koji Kondo, qui est aussi une très grande pointure des musiques Mario, Nintendo. Et en fait, à cette époque-là, en termes de direction artistique, ce qui était très compliqué, c'est que Miyamoto était très peu compris, en tout cas sur l'image qu'il avait de Mario, et c'est à ce moment-là qu'il a dû vraiment définir les codes même de Mario et à quoi il devait ressembler dans le jeu. Et ça s'est répercuté, que ce soit visuellement, au niveau du gameplay ou musicalement. Et ce qui a été très compliqué, c'est que l'équipe de manière générale voyait Mario comme une sorte de mascotte un peu mignonne, ce qui est pas du tout le but de Miyamoto, et ce qui est pas du tout ce qu'ont compris d'ailleurs les anciens du studio qui ont essayé de faire comprendre ça à l'équipe dans son entièreté. Mais le compositeur, lui, il pensait que c'était comme ça que Mario était, et du coup il a mis énormément de temps à arriver à sortir des musiques qui n'étaient pas juste mignonnes. Et justement, Koji Kondo, qui devait accepter ou non les compositions de Maito Yokota, à un moment on l'a envoyé chier assez fort, en mode il faut vraiment que tu te rentres dans le crâne que Mario n'est pas mignon. Et c'est à ce moment-là que le compositeur a failli quitter l'aventure, énervé par ce qu'il venait d'entendre. Donc en fait, à tout moment, c'était pas du tout les mêmes musiques qu'on allait obtenir. Et au final, ils ont essayé de faire comprendre que Mario n'était ni mignon ni cool, qu'il était juste cool par le fait qu'il existe et par son aventure. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à rendre toutes ces musiques. Et oui, du coup, tu parles de ça. Et est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est à partir de ce jeu-là
ou du moins sur ce jeu-là, qu'on se rend compte que un jeu Mario peut être plus mature que juste un jeu de plateforme mignon, comme tu le disais. Ah, ça c'est clair. Juste en termes de narration, en fait, on va retrouver des choses qu'on ne retrouve dans aucun Mario auparavant. Ils vont aborder des sujets. En fait, disons que dans la plupart des Mario, le principe c'est qu'il y a la princesse Peach. Mario est amoureux de la princesse Peach. Elle se fait enlever. Il veut aller la sauver. Et c'est le prétexte à l'aventure. C'est le but de l'aventure. Là où dans Super Mario Galaxy, certes, Peach est toujours le prétexte à l'aventure de Mario, à pourquoi défaire Bowser, mais il y a une autre quête à côté qui est presque plus importante, c'est celle de récupérer les étoiles que Bowser a volées à tout le monde, dont à Harmony, et surtout d'aider Harmony dans sa quête elle-même, qui est en fait la mère des Luma, les petites étoiles de ce monde, et qui va nous raconter son histoire à elle, le passé des Luma, et globalement en fait l'histoire du jeu de l'avant et même un peu de l'après, wink wink, dans son propre petit endroit à elle, où du coup avec des petites images elle va nous raconter son histoire qui est vachement plus profonde, parce que en fait à travers toutes ces images il y a une sorte de double lecture. Soit on est enfant et on voit juste de jolies images avec Harmony qui joue avec des Luma qui sont des petites boules toutes mignonnes, soit en fait on voit une petite fille qui en cherchant sa maman est tombée sur un Luma et qui apprendra plus tard que en fait sa maman elle aura beau la chercher, elle ne la trouvera pas, et qui du coup aborde des sujets un peu plus profonds, un peu plus nostalgiques, et qui ont un rapport direct avec le fait de devenir adulte aussi. Et c'est ça qui est intéressant, parce que il y a pas beaucoup de jeux de plateforme, je pense, qu'on a un petit lore à côté sympa comme ça, qui ajoute aussi, encore une fois, cette ambiance galactique, parce que la galaxie, c'est immense, c'est très sombre, c'est très froid, c'est très vide. Pourtant, c'est pas du tout ce qu'on ressent dans le gameplay, mais dans cette histoire, c'est quelque chose qu'on peut ressentir à travers Harmony, et c'est ça qui est très cool et qui fait un personnage très 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 apprécié de la communauté Super Mario. Et oui. Bah, dans les jeux de plateforme, on peut retrouver des histoires comme ça, mais c'est vrai que pour cette époque-là et pour Nintendo en plus, qui nous a pas habitués à ça, je pense que ça fait partie, d'en plus toutes les autres choses, c'est ce qui a marqué les joueurs, et aussi cette maturité du jeu, et surtout ce côté nostalgique. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve encore ce jeu parmi les meilleurs, c'est parce qu'en fait il y a tellement de choses qui nous marquent dans ce jeu jusqu'à cette histoire un peu touchante. Et du coup, bah ouais, c'est juste encore une fois une très bonne idée, très bien réalisée de la part des créateurs. Ouais, c'est clair qu'on ressent tout l'amour qu'ont pu porter les développeurs, quelque chose qu'on peut perdre aujourd'hui un peu dans ces grands jeux de grandes firmes. Et c'est clair que tant mieux qu'ils aient sorti ce jeu un an après la sortie de la Wii, parce qu'à la base ils voulaient le sortir en même temps que la sortie de la Wii, un peu comme Sunshine qui avait eu un peu ce côté, il s'était dit punaise, on n'a pas sorti le jeu en même temps que la console, du coup elle a pas eu le succès qu'on imaginait. Et là, pour donner un ordre d'idée, même si c'est sorti un an après la Wii, en tout Mario Galaxy s'est vendu à 12,8 millions d'exemplaires, sachant que le jeu d'avant, Donkey Kong Jungle Beat, par le même studio d'ailleurs, s'est vendu à 150 000 exemplaires. Donc on vous laisse imaginer un peu le succès du jeu. Il a gagné des prix comme l'Interactive Achievement Award ou le DICE Award aujourd'hui, ou le BAFTA Games Award, qui sont tous les deux des prix qu'on obtient de manière internationale, enfin qu'on est renommé international. Et c'est ça qui est fou pour un jeu qui n'avait pas non plus cette espérance-là, ou en tout cas qui a dépassé ces espérances. Et oui. Bah, le 1 comme le 2, ouais, on les retrouve souvent dans les meilleurs jeux jamais créés, dans le top 10 du moins, à chaque fois, quoi. C'est clair que 12,8 millions, bon voilà, c'est un succès
c'est un très beau succès. C'est aussi un très beau succès critique parce que du coup, sur Metacritic, il a quand même eu la jolie note de 97 sur 100. Donc voilà, c'est vraiment assez élevé forcément, même si il y a 2-3 petits trucs qui ont pu titiller certaines presses, comme on en a parlé juste avant. Mais pour revenir à cette histoire de narration, moi je t'avoue que, alors moi je suis passé à côté complet quoi. Genre moi pour moi la narration, bon voilà, genre il y a Mario, il faut qu'il aille chercher Peach parce qu'elle s'est encore fait capturer par Bowser. Et faut traverser tout un monde complet avec 120 heures de jeu. C'est faux, totalement. C'est vraiment pas 120 heures de jeu, mais bon, bref. Voilà, on a compris, tu fais 20 heures de jeu pour avoir un bisou à la fin. Bon, voilà quoi, fin de l'histoire. Ouais, c'est clair. Mais pour ceux qui demandent le pain, il y a du pain. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu cherches la narration, il y a la narration. Okay. C'est assez stylé. Tu peux même aller très loin dans la recherche de narration en te disant que, par exemple, l'observatoire, qui est un peu le hub de ce jeu-là, c'est le vaisseau spatial où il y a Harmony, où tu retrouves les Lumas. T'apprends que c'est un peu la maison des Lumas, où Harmony est la maman des Lumas. Et justement, chaque dôme, terrasse, salle de bain, cuisine, chambre, salle des machines et grenier. En fait, tout ça, ça rassemble des salles qu'on pourrait retrouver dans une maison. Et donc, tu te retrouves à être un peu comme l'enfant des Lumas qui découvre l'observatoire et donc la maison des Lumas au fur et à mesure de ton aventure, qui explore 1001 manières de jouer un jeu et 1001 façons d'aborder le gameplay de Super Mario Galaxy. Ça fait vraiment un peu jeu éducatif pour enfants. Je trouve ça très intéressant. Puis ce côté platformer 3D, ça t'apprend à avoir justement la perception de ton environnement, etc. Moi, je le vois vraiment un peu comme le jeu que j'aurais envie de donner à mon enfant en mode vas-y, apprends les bases du jeu vidéo grâce à ce jeu-là, et après tu pourras faire ce que tu veux, t'auras tout ce qu'il faut. Et apprends cool. Et reviens voir le maître. C'est le tuto des jeux vidéo en fait. Mais justement, à la fin, tu sauves Peach. Et du coup, c'est ça que j'aime bien dans cette double lecture du jeu, c'est que ouais, tu dois sauver Peach, mais à côté, il y a aussi l'histoire d'Harmony, et donc t'as une cinématique quand même avec Harmony à la fin. C'est vrai que si tu t'en fous de l'histoire, bon bah c'est une cinématique comme une autre qui dit c'est la fin de l'univers, voilà une nouvelle version de l'univers, le jeu peut recommencer. Mais pour ceux qui ont eu toute l'histoire derrière, bon bah Peach on s'en fout. Clairement dans ce jeu-là, un peu comme dans tous les Mario en fait. Ouais, globalement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est le comme but dans quoi. Tous les Mario. Hein. Mais si tu cherches un peu, bon bah Harmony te donnera ce que tu veux. Mais de toute façon, ouais, il y a une communauté qui est assez importante dans tous les cas, dans chacun des Mario. T'as forcément des wikis, des fan wikis un peu qui sont assez fournis en réalité. Et puis même dans toutes les langues, c'est tout traduit. Enfin, il y a vraiment des gens qui se prennent la tête. Puis même, enfin voilà quoi. Si on repense à 64, la communauté du speedrun, enfin voilà, elle bouge pas, elle est là, elle est énorme. Alors, Teddy, tu vas me dire si j'ai pas de bêtises, mais il me semble que Mario 64, c'est un des jeux les plus speedrun de tous les jeux, non? Alors, de tous les jeux, j'en sais rien, mais alors, dans le top 10, c'est 100% vrai, oui. C'est sûr et certain. Et ouais, donc ouais, il y a toujours une sacrée commune derrière, quoi. Ouais. Mario Galaxy, c'est pas du tout un jeu à speedrun pour le coup, parce que, au final, il y a assez peu de manières de speedrun. Même si, pour l'anecdote, les joueurs qui essaient de speedrun Mario Galaxy jouent du coup sur cet aspect de gravité sphérique. Et pour ça, ils vont essayer de casser le jeu en faisant en sorte que la gravité qui les attire soit pas la planète sur laquelle ils sont, mais une planète à côté, et qui du coup va les emmener sur la fin du jeu, etc. Et il y a vraiment des clips somptueux, enfin trop stylés, où des gens arrivent à faire des mouvements très spécifiques avec Luigi, qui est un personnage qu'on peut jouer au bout d'un moment dans le jeu et qui a comme capacité, il peut sauter plus haut que Mario, du coup ça lui permet de faire des mouvements que Mario ne peut pas faire, et du coup c'est pour ça qu'il est utilisé en speedrun. Ça c'est un des trucs que je voulais en parler avec vous, c'est que oui effectivement il y a un moment on a accès parce que bon l'histoire elle est ce qu'elle est, mais il y a un moment on rencontre Luigi, donc ok très bien, on le rencontre notamment dans le manoir là où il y a les bouts.
Donc ok, nickel, ça fait un petit clin d'œil. Mais durant le jeu, moi j'ai reçu une lettre de sa part me disant parce que quand on le sauve, il nous dit ah mais je vais t'aider à trouver des étoiles, machin et tout. Et au final, il t'envoie une lettre en te disant Mario, je suis bloqué ici, il faudrait que tu viennes m'aider. J'ai jamais trouvé où il était en fait. Oui, clairement, moi aussi. Après, j'ai jamais cherché, mais pour moi, Luigi dans le jeu, Ouais, pareil. c'est clairement plus un easter egg qu'un compagnon avec toi, quoi. Ah ouais. En fait, tu peux le retrouver. Alors, je suis plus sûr exactement parce que c'est vrai que j'ai pas cherché à le faire quand j'y ai rejoué récemment. Mais il me semble qu'en fait, tu vas vers le vaisseau des Toads sur l'observatoire et qu'il y a une étoile verte qui va t'emmener dans les mondes de Luigi, qui sont en fait des petites étoiles vertes où tu vas devoir sauver le gars. Et en fait, sinon, il intervient quand t'as toutes les étoiles. En fait, c'est là que le jeu trouve sa durée de vie, si jamais on veut le compléter à 100%. C'est que pour le compléter à 100%, il faut finir le jeu en entier. Et ensuite, il faut le reterminer avec Luigi en entier. Et du coup, c'est ça, Ah ouais. c'est pour ça que les gens le speedrun avec Luigi, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, tu le débloques en tant que personnage jouable pour toutes les galaxies. Et que grâce à sa capacité de saut en hauteur plus haute que celle de Mario, tu peux casser le jeu en changeant quelle gravité va t'influencer. Et à partir de ça, tu peux skip des pans entiers d'une galaxie pour arriver à la fin de l'étoile. C'est un peu comme le mode difficile du jeu, non, si je dis pas de bêtises. Avec Luigi, du coup. Je sais pas si c'est le mode difficile. Enfin, c'est pas dit explicitement, mais vu qu'il glisse un peu plus, qu'il saute un peu plus haut, ça doit être un peu plus dur de faire certaines plateformes. Peut-être pas. Franchement, j'en ai aucune idée. J'aurais plutôt tendance à dire l'inverse vu qu'il saute plus haut. Mais vu que j'ai pas tenté de le faire, je saurais pas dire. Ok. Par contre, le côté plus difficile du jeu, c'est dans le deuxième opus, honnêtement. C'est dans Super Mario Galaxy 2, qui est sorti du coup suite au succès du 1, et qui avait d'ailleurs pour but au départ d'être une sorte de gros DLC sans plus, et qui se retrouve à avoir son temps de développement doublé pour être un vrai opus en tant que tel, mais qui va être en fait la continuité du 1, dans le sens où la difficulté va s'arrêter là où le 1 s'est arrêté, va commencer là où le 1 s'est arrêté, et du coup ça permet de donner du défi là où d'autres joueurs avaient pu être, on va dire, un peu sur leur faim, ou alors chercher plus. Et donc Mario Galaxy 2, c'est le deuxième bac à sable dans l'espace, où tu vas découvrir plein de nouvelles variétés de gameplay qui vont s'ajouter à celles qui existent déjà, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent préféré en fait à d'autres, au premier opus, parce que t'as un gameplay qui est encore plus varié, il y a une difficulté qui est un peu plus augmentée, tout en ayant un peu ce côté toujours niveau linéaire, agréable, mais même encore plus linéaire, même jusqu'à la sélection des niveaux que Super Mario Galaxy 1. Et c'est ça qui va être apprécié par la communauté de joueurs. Et juste pour avoir des petites questions par rapport à Mario Galaxy 2, du coup c'est Mario Galaxy 2, il est bien compatible sur la Wii, enfin il est sorti sur Wii du coup, c'est ça? Je saurais plus dire exactement. Parce que pour moi il y a un bail où il devait être sorti. Ah oui, il est sur la Wii, je pense. Il est sur Wii et sur Wii U, à mon avis, et je pense que les gens l'avaient pas mal préféré aussi parce que de mémoire, c'était le premier Mario. Alors, je sais pas si le premier Mario Galaxy, on peut considérer que c'était un jeu HD ou pas. Non, c'est un HD, je pense pas. Je crois. Je pense pas parce que on a parlé tout à l'heure du fait que il avait été testé. Le principe du jeu avait été testé sur Mario 128. Sauf que la Wii n'était pas sortie à ce moment-là. Et la Wii est même sortie, je crois. Oui, c'est ça, 1 an avant la sortie de Super Mario Galaxy, sauf que Super Mario Galaxy, ça faisait déjà 2 ans, à peu près 1 an et demi qu'il était en production, et du coup, même juste tous les contrôleurs ont dû être réadaptés à Super Mario Galaxy, qui n'avait pas prévu qu'il y ait un Joy-Con, une manette avec le côté, tu peux la faire tournoyer, etc. Et du coup, je pense pas que les textures ou même l'aspect global du jeu ait été pensé pour du HD. Oui, non, c'est sûr. Ok, ouais. Parce que
Parce que du coup là je suis en train de regarder en même temps sur le wiki du 2 et il est sorti en 2010 globalement, même s'il est arrivé un peu tard je crois que c'est en Corée. Oui, c'est en Corée du Sud, il arrive en 2011. Mais du coup c'est 2010-2011, on commence un petit peu de plus en plus à se retrouver, à se rapprocher, je veux dire, à la transition pour les studios à devoir faire des jeux en HD. Et c'est vrai que c'était une sacrée grosse période aussi pour eux, donc voilà. Parce que vu que c'était aussi un défi technique pour Mario Galaxy, je m'étais dit pour le 2, s'il se rajoute en plus la HD, c'est vrai que voilà. Parce que oui, on l'a pas dit aussi, mais du coup dans Mario Galaxy 1, je pense que quand j'ai regardé, c'est quand j'ai regardé du coup les critiques sur le jeu, les gens étaient quand même assez bluffés à l'époque du niveau de, pas de détail, mais en tout cas bluffés de comment le jeu était beau, de manière générale. Mais tu sais que ça, c'est un truc que personnellement, justement, t'as dit qu'on vient de sortir d'une école de jeux vidéo, Teddy et moi en tant qu'artiste, et toi en tant que programmeur. Et c'est vrai que si on nous dit demain on fait un jeu où il y a que des sphères partout, j'aurais tendance à me dire comment j'optimise ça, parce que les sphères, si tu les optimises trop, elles sont un peu dégueu, où tu vois tous les edges, donc elles sont très un peu comme des pierres précieuses, quoi, tu vas voir tous les rebords, etc. Ouais. Et du coup c'est vrai que c'est un peu bluffant de se dire que eux ils ont réussi à faire un jeu où moi je l'ai pas ressenti personnellement, et donc il y a des sphères partout, et pourtant en termes d'optimisation ça tourne nickel. Ouais, clairement. Ah bah c'est sûr. Enfin, je sais pas ce que ça donne sur Wii même du coup, mais j'ai pas vu des gens de se plaindre de lag ou quoi que ce soit, donc c'est que ça devait certainement super bien tourner. Et puis même, je veux dire, pour parler un peu de mon côté un peu plus programmeur, je pense qu'il y a vraiment un énorme taf qui a été fait pour tout ce qui touche à la gravité. À mon avis, ça a dû vraiment être super dur parce que bon, enfin, je veux dire, coder une gravité, c'est pas, enfin voilà, ça se fait. Mais là, je pense que là, c'est plus des ajustements pour que ce soit jouable et tout. Et puis Mario, voilà, comme on l'a dit, il est plus, il a jamais été aussi mobile, quoi. Et puis ça se ressent dans les animations. Les animations, waouh, genre, elles sont vraiment super bien. Et même encore aujourd'hui, je pense que tu passes sur Odyssey, à mon avis, tu vois un peu quand même certaines diffs, mais franchement, je trouve qu'il a pas vieilli du tout, quoi. Les animations, je les trouve vraiment super bien, quoi. Ouais, je m'étais fait la remarque aussi. Il y a un truc qui m'a un peu étonné quand j'ai rejoué au jeu, c'était que je le connais très bien le jeu, je l'ai fait plusieurs fois quand j'étais petit, je l'ai adoré, et j'ai regardé des let's play aussi quand j'en avais envie, ou alors d'autres membres de ma famille y jouaient. Et pourtant, après toutes ces centaines d'heures de jeu, il y avait encore des mouvements sur Mario que je ne connaissais pas. Et quand j'ai rejoué récemment, je les ai redécouverts et j'étais en mode, c'est trop stylé. Typiquement, quand t'es Mario, tu sais, tu peux sauter. Quand tu tournoies la manette, la Wiimote, ça fait tournoyer Mario qui du coup va encore un peu plus en l'air et ça fait des petites paillettes un peu jolies. Et si pile à ce moment-là, tu appuies sur la grosse gâchette pour faire tomber Mario au sol pour faire une onde de choc, vu que tu venais de tournoyer, il va faire un saut périlleux et atterrir comme un gymnaste professionnel. Et j'ai trouvé ça trop marrant de découvrir ça maintenant alors que j'ai joué au jeu des centaines d'heures. Il y a une animation qui est faite exprès pour ce move du coup ? Ouais, c'est ça. Si tu Incroyable. fais ce combo-là, ouais. t'atterris différemment. Ok, trop bien. Puis même quand t'as le saut qui est boosté à la mort, là, tu sais que... Enfin, c'est pas du bunny hop, mais tu sais que t'arrives à sauter au bon timing en même temps que t'avances pour prendre encore plus de vitesse. Il y a un moment où il fait un bond, et je crois que c'était quand même présent sur 64. Ouais, c'est ça. Sur celui de 64, mais en tout cas, là, je l'ai trouvé... pas magnifique, mais j'étais en mode waouh, enfin c'est trop stylé, quoi, genre. Ouais. Et pourtant c'est un truc qu'on a depuis longtemps, tu vois, mais juste le bail de le revoir un peu en 3D, enfin en 3D moins moche du coup, enfin même si 64 était pas moche, mais c'est juste que bon là on sent vraiment que voilà, c'est une console qui peut afficher plein de couleurs sympas, parce que voilà, le jeu est quand même hyper coloré, et ça
je trouvais ça super agréable, quoi, aussi. Franchement, c'est vrai que le jeu se veut cinématique. La DA, vous allez peut-être en parler, mais franchement, alors, elle est, enfin, moi, je la trouve formidable. Après, je trouve que c'est un peu du typique Nintendo, hein, mais très coloré, très beau, c'est très fluide, c'est très, ça lag pas. Et en fait, il y a tout qui marche ensemble. Il y a aucun moment où tu te dis ça ne va pas avec ça. C'est impossible. Genre vraiment, tout est trop bien fait, même l'affiche du jeu, même tout. Enfin, je sais pas comment ils font en fait. Je pense ils ont réussi à développer leur truc, mais c'est impressionnant artistiquement à quel point ils arrivent à être constants, et ça depuis tellement longtemps, quoi. Et les mecs qui sont là depuis un petit moment, quoi. Donc ouais, clairement. Ça force le respect, c'est sûr. Il y a aussi un petit truc en plus, c'est le sound design. J'ai trouvé vachement unique au jeu. Il y a vachement de bruit qu'on retrouve nulle part ailleurs. Typiquement celui où quand t'es dans le dôme et que tu t'accroches à l'étoile bleue là. Au début, ça faisait un bruit qui me trigger, et au fur et à mesure, j'ai appris à l'apprécier, et il y a pas mal de bruit comme ça quand on fait gaffe dans le jeu que tu retrouves nulle part ailleurs, et c'est trop cool. Ouais, c'est clair. Tu reconnais tout très rapidement, il n'y a pas de doute possible. Et c'est ce qui participe encore une fois. Je le répète, hein, mais le game design, quoi. Ouais, incroyable. Clairement. Ah bah ça c'est sans aucun doute, ouais, c'est absolument magnifique, ouais. Ouais. Et tu parlais de constance dans l'entreprise Nintendo et ses jeux Mario. Et en fait, je vous le cache pas, Super Mario Galaxy, il a laissé une très grosse empreinte quand même sur le jeu vidéo et surtout Nintendo. Il a, comme j'ai dit, il a pas mal défini Mario quand même en termes de shape. Il a vachement changé par rapport à ce qu'il a pu être dans les opus précédents ou même certains opus d'après. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est ce côté monde ouvert, mais pas trop, avec un dynamisme très sympa et surtout une variété de gameplay, une variété de mondes qu'on peut aborder. Ça a franchement été retrouvé dans Mario Odyssey. C'est très clair. C'est le Mario Galaxy moderne, on va dire, dans en tout cas sa recherche de gameplay varié. J'ai pas beaucoup joué. Je pense que Teddy, tu pourras mieux en parler que moi. J'ai pas joué, j'ai juste regardé des vidéos, mais de ce que j'ai vu, ça a clairement l'air d'être vraiment, comme tu viens de dire, Galaxy remis au goût de maintenant, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Même si du coup dans Mario Odyssey, c'est de nouveau un monde ouvert où tu recherches les choses. Il y a plus cette linéarité du gameplay, mais dans les musiques orchestrales ou la direction artistique de manière générale, on retrouve vraiment ce côté Mario Galaxy qui est très 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 agréable. Il y a aussi typiquement Astrobot qui est comparé à Mario Galaxy aussi dans sa recherche de gameplay, juste un peu ce côté bac à sable de tu fais ce que tu veux, voici les mécaniques, on te les apprend et maintenant débrouille-toi et explore. Et c'est ça qui est très cool. Il était assez inattendu, ce jeu, en vrai. J'avoue que, ouais, pour un lancement de la PS5, mais pareil, je pense que, ouais, sûrement ils doivent s'inspirer aussi de Galaxy. C'est vrai que moi j'y ai pas joué à Astrobot, mais pour le coup, je pense qu'il y a quand même des choses qui s'emboîtent bien. Tu vois, le fait que je crois que l'histoire elle tourne autour d'une PS5 cassée ou un truc du style. Enfin, tout avait l'air de bien s'emboîter et d'ailleurs il a pas été nommé au Game of the Year. C'est lui qui l'a remporté. Oui. Ah oui, c'est lui qui l'a remporté. Oui, c'est ça. Ouais. Et ouais, donc c'est impressionnant. Ça montre que voilà, c'est des gens qui. C'est vrai que le platformer normalement, enfin tout ce qui touche un peu au platformer 3D comme ça, moi j'attendais pas spécialement Sony là-dessus et pourtant, voilà quoi, il y a moyen de faire pas mal de choses, c'est clair. Mais ce qui est assez impressionnant aussi avec Nintendo, c'est la façon dont ils arrivent à se renouveler, je trouve. Parce que c'est vrai que, voilà, moi j'avais regardé un peu des gens y jouer à Odyssey, etc. C'est clair, il y a sûrement des inspirations qui font que, voilà. Mais n'empêche que le jeu, il me semble qu'il a été quand même super apprécié et c'est pas autant un classique que Galaxy, parce que vraiment Galaxy c'est un peu notre génération, donc nous on a à peu près 23 ans pour plus de contexte,
Mais enfin toute cette génération un peu 2000, entre 2000 je pense et 2000, allez, 4, 5, je pense que c'est vraiment le jeu, et même les gens un petit peu avant, mais on va dire que cette génération-là, c'est vraiment les jeux de un peu leur enfance. Du coup, il y a beaucoup cette emprise de Mario Galaxy et tout, mais je pense que pour les un peu plus jeunes, à mon avis, Odyssey, ça doit être leur classique à eux, quoi. Y a pas de doute. Ils ont mis quand même un peu de temps avant de le sortir, parce qu'il y a un écart de temps entre Galaxy et Odyssey qui est assez important, parce qu'Odyssey il est sorti sur Switch du coup, et Galaxy Galaxy 2 il est sorti sur Wii, donc c'est vrai que ça fait un petit laps de temps quand même, mais comme on en parlait des fois avec Teddy, si ça leur permet de peaufiner un peu leur truc, bon bah pas de problème quoi. Alors, pour avoir des jeux d'une telle qualité, voilà quoi. Et un truc qui est dingue avec Nintendo, c'est que je trouve que leur jeu ne vieillit jamais. Honnêtement, toi t'as joué à la version Switch, j'ai joué sur un émulateur de Galaxy, c'est encore un pur plaisir en 2025. Mario Odyssey est sorti en 2017, ça fait déjà un bail, et tu pourrais dire qu'il était sorti l'année dernière, tu te dis bah ok, c'est legit, Nintendo est trop fort pour ça. Ouais, bah complètement. Cette idée de lécher tout le temps un peu leur DA, vraiment, parce que, enfin voilà, tout est reconnaissable quoi. Je pense que Miyamoto, il fait un peu l'aveugle en disant que Mario c'est pas une mascotte. Si, enfin je veux dire, il y a tout il a des couleurs quand même assez vives, et puis même, enfin il y a plein de signes où tu peux le reconnaître, tu vois. Il est pas autant facilement reconnaissable que genre Mickey chez Disney, mais franchement Mario il est quand même enfin voilà, c'est un peu un emblème du jeu vidéo, franchement. Enfin si c'est pas le jeu vidéo par excellence, Super Mario Bros, bah voilà quoi, je sais pas moi. Après peut-être qu'il le dit en mode ne prenez pas Mario comme une mascotte au sens mignon du terme, parce que justement dans la recherche de Super Mario Galaxy, ce qui était très important, c'était de ne pas perdre l'esprit de Mario que Miyamoto avait en tête, et donc ne pas le rendre mignon, ni le rendre cool, juste être Mario, tu vois. Et s'il est cool, c'est malgré lui, tant mieux. mais c'est peut-être ça que Miyamoto veut protéger à tout prix, c'est l'essence même de Mario, et c'est ça qui est très intéressant. Bon, et ben je pense qu'on a fait le tour du sujet. Super Mario Galaxy a été bien exploré. On a surtout parlé de gameplay qui est vraiment au final le point de départ même de ce jeu-là. Et j'espère que ça vous a donné envie en tout cas d'adopter le jeu, d'en parler autour de vous, et même de faire le speedrun, pourquoi pas. Oh ouais, là c'est un peu hardcore. Carrément le speedrun. Ouais, non, si je pouvais juste rajouter un petit truc que j'avais vu passer en lisant 2-3 petits trucs sur internet, c'est que alors le jeu, 2 petites anecdotes sympas. Premièrement, pour la commercialisation du jeu, Nintendo a fait appel à un des tout premiers mecs qui a marché sur l'espace, enfin sur la Lune, pardon. Je vais retrouver juste son nom. Ah oui, voilà. Ils ont fait appel à Buzz Aldrin, je sais pas comment dire. Mais c'est le 2e homme à avoir marché sur la Lune. Donc voilà, ça c'était c'est un Américain, donc je pense qu'à mon avis voilà, Nintendo America à mon avis ils ont dû bien se gaver autour de ça. Le jeu était accompagné de quelques polémiques quand même quand il est sorti, pas grand chose. Bon, il y en a une qui est un peu plus énervée que l'autre, mais une première un peu soft, c'est au Québec, la traduction elle était pas terrible. Genre apparemment les Québécois ils ont un peu chié la traduction. Donc bon, les Québécois ils étaient pas contents. Non, ça donne envie de tester la version québécoise. Ah bon? Juste pour l'anecdote, pour tester. Ok, d'accord. Et alors, celle-là, c'est une un peu plus grosse polémique par contre. Alors, c'est certaines personnes sur Internet
qui découvrent qu'il y a un message caché sur le logo de la pochette de leur jeu. Et c'est avec les petites étoiles qui scintillent derrière Mario, et il y aurait marqué You're Mr. Gay. Ah là là. C'est vrai que quand tu regardes la jaquette, il y a ces petites étoiles qui sont au pied de ces lettres-là. U-R-M-R-G-A-Y, You're Mr. Gay. Mais, pour l'anecdote, dans le deuxième opus, ils ont remis des étoiles sur certaines lettres pour former le fameux Yeah I am, are you. En réponse au premier opus, ils ont mis du coup sous le Y, le A, le I, le A, le M, le R et le U pour un peu justement montrer que il y avait pas de souci avec ça et que ça faisait la petite anecdote cachée du jeu. Ça c'est trop bien ça. C'est tellement rare. C'est précieux. Donc, ils rebondissent un petit peu, quoi. Ouais, c'est avec, ça. Et c'est pas plus mal, quoi. Je sais pas du tout si c'était fait exprès, mais du coup, c'est assez drôle comme, Au moins, ils s'en servent. comme lore, on va dire. Ouais. Oh, bah, carrément. Tout peut faire du marketing. Et bah, allez, si personne n'a d'anecdote, je pense Tu peux peut-être conclure. Ouais, bah c'est à peu près voilà tout ce que je pense on avait à dire autour du jeu Mario Galaxy. Donc qui, comme vous l'avez sûrement un peu entendu et compris, voilà, c'est un peu un jeu qui est très réussi, que ce soit commercialement ou critique, enfin avec la critique de manière générale. Donc c'est un jeu qu'on a tous beaucoup apprécié et je crois que c'est le jeu préféré d'Oscar, c'est ça ? C'est mon jeu d'enfance préféré, ça c'est clair et net, et ça changera jamais quoi qu'on puisse dire. Ok, bon. Teddy, toi c'était une découverte ? Ouais, très apprécié, vraiment. La nostalgie de Sunshine, je sais pas lequel choisir entre les deux, mais il c'est là quoi. Oh non. Tu sais qu'il y a des vrais débats. Attends. Parce qu'il y a des vrais débats entre Sunshine, déjà oui, entre Sunshine et 64, mais alors Sunshine et Galaxy, waouh, ok. Bah oui, quand même. Il y a débat, Oscar. Quoi que tu veux en dire. Oui, il y en a un, il est sur la planète Sunshine, oui, bon, c'est joli. Il y a un petit soleil qui t'éclaire. Il y en a un, c'est une galaxie. Voilà, je te laisse choisir. Voilà, bon. Moi, je préfère les étoiles. Donc on va peut-être pas s'éterniser sur ce débat-là. On laissera vous en commentaire peut-être vous laisser débattre de tout ça. Donc, c'est ainsi que s'achève le tout premier épisode du podcast Petit Cocktail qui parlait de Mario Galaxy. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et rejoindre notre super Discord. Et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Apple Podcast, je crois que c'est. Apple Podcast, c'est pas encore sûr. On va voir comment ça se passe, mais normalement, ça devrait le faire. Mais en tout cas, Spotify, YouTube, c'est sûr. C'est là où vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, voilà, vos impressions du jeu, ce que vous en avez pensé, et même de faire un retour sur le podcast général. On sera super content de vous lire. Et puis, voilà. Je pense que on peut conclure gentiment. Bien sûr. On ne supprimera pas vos messages négatifs. Ne vous en faites pas. On n'est pas comme ça. Allez, merci de nous avoir écoutés. Des bisous. Merci, ciao. Merci pour votre écoute. À la prochaine.